Aussitôt après que le duc Charles eut dignement célébré les funérailles de son père, il résolut d'aller faire son entrée dans la bonne ville de Gand. C'était la plus grande et la plus riche de tout le pays flamand. Et selon l'usage des temps passés, le comte de Flandre commençait toujours sa prise de possession en se faisant reconnaître par les Gantois. D'ailleurs, ils étaient grands amis du nouveau duc. Durant les discordes qui avaient si longtemps régné entre son père et lui, il s'était toujours efforcé de mettre dans son parti les gens de cette puissante ville. Afin de s'en faire un appui, il avait flatté leurs sentiments et leurs espérances. C'était sur lui, sur son avènement qu'il comptait, pour le rétablissement de leur liberté, pour la réparation de leurs maux. À peine l'ancien duc avait-il eu les yeux fermés que plusieurs magistrats et hommes puissants de la ville étaient venus conjurer le duc Charles de ne point tarder à faire son entrée. Mais cet empressement pouvait donner au duc et surtout à ses conseillers quelques sujets d'inquiétude. On ne se souvenait que trop combien les Gantois étaient un peuple dangereux et facile à émouvoir. On savait quels regrets ils entretenaient depuis 15 ans pour la perte de leurs privilèges. Plus le duc les avait caressés, plus il allait devenir difficile de les contenter. L'entrée à Gand fut mise en grande délibération. Les sages conseillers ne voyaient pas sans crainte leur nouveau souverain s'engager dans une position qui pouvait devenir périlleuse. Cet amour que les gens de Gand lui avaient montré lorsqu'il ne régnait pas encore ne donnait aucune sûreté pour le présent, car, comme avait coutume de le dire le bon duc Philippe, qui avait aussi été leur grand ami dans sa jeunesse et durant la vie de son père, « Les Gantois aiment toujours le fils de leur seigneur, mais leur seigneur jamais. » Le duc partit pour Gand, 10 jours après la mort de son père. Le 28 juin au matin, le duc fit son entrée dans sa bonne ville. Les rues étaient tendues des plus belles tapisseries, de place en place, des échafauds étaient dressés où l'on représentait des mystères. Des carillons se faisaient mélodieusement entendre dans tous les clochers. Partout, les habitants ne montraient que respect et allégresse au passage de leur nouveau seigneur. Tout semblait joie et confiance entre le prince et ses sujets. On ne parlait dans les rues que de l'amour que le duc Charles avait toujours eu pour la ville de Gand. Il apprenait au même instant que les Liégeois venaient de reprendre les armes. Le duc n'avait pas de temps à perdre. En effet, ils étaient les alliés du roi de France, et s'il ne les avouait pas dans leurs attaques contre le duc de Bourgogne, du moins les prenait-il sous sa protection. Tout se retrouvait à peu près au même point qu'avant la guerre du bien public. Seulement le roi, qui était devenu plus habile et moins emporté, se tenait mieux sur ses gardes, et sa puissance était maintenant plus à redouter pour le duc Charles. Quant à ce prince, il avait, comme on a vu, employé tous les derniers temps de la vie de son père à s'assurer l'alliance et le secours de tous les princes et seigneurs ses voisins. Il avait demandé et obtenu des subsides des divers états de ses domaines. Il entretenait une complète intelligence avec le duc de Bretagne et M. Charles, frère du roi, qui avaient de nouveau réuni leurs intérêts et envoyé sans cesse en Flandre des secrets messagers que le roi faisait guetter de son mieux pour qu'ils fussent saisis lorsqu'il se risquait à voyager par terre. De cette sorte, les deux partis ne se trouvant assez forts ni l'un ni l'autre, la fin du règne du duc Philippe s'était passée en ambassade, en cabale, en corruption réciproque des serviteurs de chacun, en promesses faites qui ne trompaient plus de part ni d'autre. Ce qui importait le plus au roi comme au duc de Bourgogne, c'était l'alliance de l'Angleterre. On voulait aussi négocier un mariage entre Charles, frère du roi, et Marguerite, sœur du roi d'Angleterre, la même que le comte de Charolais avait grand désir d'épouser. Le duc de Bourgogne, après avoir heureusement apaisé les troubles de Brabant, assemblait son armée pour soumettre les Liégeois. Le roi qui les avait en secret excités ne voulait pas prendre ouvertement parti pour eux, mais cherchait à profiter des embarras du duc, pour obtenir de lui, ou qu'il ne ferait pas la guerre aux Liégeois ses alliés, ou qu'il ne s'opposerait point à ce que, par un juste retour, le roi attaqua le duc de Bretagne, allié du duc. Par malheur pour le roi, il n'y avait pas de peuple plus difficile à gouverner que ces gens de Liège. Ils conduisaient toutes leurs affaires avec désordre et imprudence, et dérangeaient sans cesse les mesures qu'ils voulaient prendre. C'était un grand sujet d'embarras et d'incertitude pour le comte de Damartin, qui commandait l'armée à Mézières, à Mouzon et dans le pays des Ardennes. Tout habile qu'il pût être, il lui était difficile de ménager des choses opposées comme le voulait son maître, qui désirait à la fois ne pas donner de grief évident au duc de Bourgogne et maintenir les Liégeois dans leur résistance. Les méchantes gens de cette ville s'étaient répandus dans les bois au bord de la Meuse et y commettaient 1000 ravages.
Les laboureurs n'osaient plus semer ni recueillir, les marchands n'osaient plus faire voyager leurs marchandises ni par eau ni par terre. Les sujets de la France, aussi bien que les habitants du Luxembourg, sujets de Bourgogne, se plaignaient hautement et demandaient qu'on fît cesser de tels désordres. Parfois, les mauvais sujets des villes françaises et même quelques gendarmes des compagnies se laissaient tenter par l'exemple des Liégeois et couraient la campagne avec eux comme des brigands. Alors le duc de Bourgogne demandait justice, et le roi écrivait d'une façon authentique de faire châtiment exemplaire sur ceux de ces Liégeois qu'il pourrait saisir, tandis qu'il lui prescrivait en secret de se bien garder de toute punition rigoureuse. L'audace des Liégeois s'accrut au point que, sans songer qu'ils avaient 300 otages entre les mains du duc de Bourgogne, ils s'en allèrent saisir dans son château un gentilhomme du pays de Luxembourg. Ils l'accusaient de leur avoir été contraire dans les dernières guerres, et lui firent souffrir de cruelles tortures avant de lui trancher la tête. Le duc, apprenant ce nouveau méfait, jura d'en tirer une vengeance sévère. Eux, oubliant leur défaite récente et la ruine de Dinan qui fumait encore, prirent les armes et vinrent assiéger leur évêque. Sur l'article des Liégeois, le duc répondait plus impatiemment encore. « Quelque fortune que me réserve le plaisir de Dieu, je mettrai mon armée en campagne, j'irai à Liège. Je veux savoir une fois si je suis maître ou valet. Qui voudra me détourner et m'empêcher n'a qu'à venir, il trouvera qui parler. Si le roi voulait du bien aux Liégeois, il n'avait qu'à leur défendre de m'offenser. Ils sont venus ravager mes terres. Eux et d'autres ont voulu m'éprouver et m'épouvanter lors de mon entrée en seigneurie. Il y avait là-dessous de plus grands projets, je sais bien d'où ils viennent. Aussi, où je mourrai, ou je les mettrai au fouet et au bâton. Je les perdrai, je les ruinerai, et jamais je n'aurai joie au cœur avant de m'être vengé d'eux. Il n'y a ni roi, ni empereur, ni sultan, ni personne pour qui je veuille tarder un jour, et si le roi les veut défendre, j'en ai peu de soucis. Je serai dans mon droit, qu'ils viennent. La campagne est ouverte pour tout le monde, mais tenez pour certain que s'il me veut faire du mal, moi aussi je lui en ferai tant que le meilleur ne sera pas de son côté. » Le roi avait donné pour instruction de conclure pour le moins une trêve d'1 an, mais le duc n'entendait pas plus à cette proposition qu'à toutes les autres. Son amitié avec l'Angleterre, les renforts qui lui arrivaient de Calais, ses nobles qui se rassemblaient de toutes parts, des lettres du roi de Castille qui, rompant sa vieille alliance avec le royaume de France, se déclarait ennemi du roi Louis, tout augmentait l'orgueil du duc et le rassurait contre ce que pourrait tenter son adversaire. L'archevêque de Milan, légat du pape, envoyé par le Saint-Siège pour prévenir l'effusion du sang chrétien, arriva à Bruxelles et ne fut pas mieux entendu. Il était serviteur du duc de Milan, le plus fidèle allié du roi. Il venait de passer longtemps à la cour de France. C'en était assez pour être grandement suspect de partialité au duc. Il fit signifier à ce légat qu'il l'écouterait avec le respect dû au Saint-Siège sur tout autre sujet que la guerre de Liège, mais qu'à cet égard toute parole était superflue. Puis le chancelier de Bourgogne et les autres conseillers du duc firent si bien qu'ils rendirent peu à peu le légat favorable à sa cause. Le roi, avec son impatience accoutumée, envoyait message sur message pour savoir comment allaient les affaires. À Bruxelles, le duc montait à cheval pour aller à Louvain se mettre à la tête de son armée. « Je pars, dit-il à haute voix, pour aller faire ma guerre aux Liégeois, et je supplie le roi de ne rien entreprendre. » Le duc, nonobstant sa témérité, aurait en effet souhaité ne pas courir le risque de voir le roi porter secours aux Liégeois. L'armée du duc était prête, et vers le milieu du mois d'octobre, elle se mit en route. Avant de partir, il envoya des héros publier la guerre dans tout le pays, et durant la publication, il portait l'épée nue d'une main et une torche de l'autre pour signifier qu'on allait faire une guerre de feu et de sang. Les Liégeois s'étaient avancés jusqu'à Saint-Tron et y avaient établi une garnison de 3000 hommes. Il fallait commencer par assiéger cette ville. Le duc l'investit avec son armée, prit soin de la tenir en grand ordre et, avec toutes les précautions nécessaires, il assura son campement au milieu de cette contrée marécageuse. Il y avait 3 jours seulement que le siège était commencé lorsque les Liégeois arrivèrent au secours de la ville, au nombre d'environ 30 000. Le duc se disposa à la bataille et jamais ne montra autant de prudence et de connaissance de la guerre. Ses 2 ailes étaient appuyées et couvertes par des marais. Et il y plaça en réserve sa cavalerie et les 500 Anglais qui lui étaient venus de Calais. Pour lui, il commandait en personne le corps de bataille et le sire de Ravenstein marchait en tête avec l'avant-garde. Les Liégeois campaient au village de Bruchstein et s'y étaient fortement retranchés derrière de grands fossés pleins d'eau. Après que le duc eut parcouru les rangs sur son petit cheval et qu'il se fut assuré que chaque troupe était au lieu assigné par l'ordre de bataille qu'on lui voyait tenir écrit dans sa main, il ordonna l'attaque.
L'avant-garde, formée d'archers et de quelques artilleries légères, s'avança vivement jusqu'au fossé et tira si serré qu'elle fit reculer les Liégeois. Leur retranchement fut emporté, mais lorsqu'ils s'aperçurent que les Bourguignons avaient épuisé leurs traits, ils vinrent d'un grand courage et avec leurs longues piques commencèrent à faire un terrible massacre parmi les archers. Déjà les bannières reculaient et l'armée du duc s'ébranlait. Mais le duc n'avait pas disposé son ordre de bataille pour en profiter, il n'avait voulu rien risquer. La bataille n'en fut pas moins gagnée, et la ville de Saint-Tron perdit tout espoir d'être secourue. Le duc continua alors sa route vers Liège. Tongres ne fit pas plus de résistance que Saint-Tron et livra aussi quelques-uns des anciens otages et d'autres habitants connus pour leur haine contre le parti du duc. Ils eurent aussi la tête tranchée. Le 11 novembre, les Bourguignons campèrent devant la ville de Liège. Le trouble y était grand, ainsi que cela était facile à croire. Les uns voulaient se défendre obstinément et à tout risque, les autres, voyant dévaster et détruire tout le pays, tremblaient de ce qui allait arriver à la ville et voulaient traiter. Chacun s'efforçait d'entraîner le peuple à son opinion, et de moment en moment on apercevait que chaque faction excitait ou apaisait la multitude. Quelques-uns des otages travaillaient de tout leur pouvoir en faveur du duc. Parmi les prisonniers qu'il avait faits, plusieurs s'employaient aussi à décider pour la paix leurs amis de la ville. Enfin, les gens les plus modérés semblèrent prendre le dessus, et l'on vit arriver au camp 300 des plus riches et des plus considérables bourgeois en chemise, la tête et les pieds nus, apportant humblement au duc les clés de la ville et se rendant à lui à discrétion, sauf le feu et le pillage. Mais rien n'était si variable et si désordonné que ce peuple. Pendant que les principaux du parti de la paix étaient allés traiter avec le duc, les partisans de la guerre avaient repris tout leur crédit et allumé les esprits. On avait fermé les portes et résolu de se défendre. Il était tard, la nuit était venue. Sur les 9 heures, on entendit sonner la cloche de l'évêché. C'était le signal ordinaire pour rassembler le peuple quand il avait quelques délibérations à prendre. « Ils nous veulent attaquer, j'en suis assuré », dit le sire d'Humbercourt. « Mais si nous pouvons les amuser jusqu'à minuit, nous en serons quittes, car à cette heure ils seront fatigués, et l'envie de dormir les prendra. Alors l'entreprise sera manquée, et ceux qui nous sont contraires ne songeront plus qu'à se sauver. » Bientôt après, on entendit un grand bruit vers la porte. Beaucoup de gens montaient sur la muraille et criaient des injures aux Bourguignons. Il était manifeste qu'à l'Assemblée, les partisans de la guerre avaient encore prévalu. Le péril était grand. La saison était avancée, les pluies commençaient, le sol des environs est fangeux. Les provisions de vivres n'étaient pas suffisantes, l'argent manquait, l'armée n'était plus en bel ordre. La ville de Liège était grande, son enceinte forte. Il était impossible de l'emporter d'assaut. On n'aurait pas même pu l'assiéger. 2 jours de plus, il fallait décamper, et alors qu'aurait fait le roi de France qui, sans combattre, se serait trouvé victorieux, comme peut-être il en avait l'espérance. Le duc ne voulut pas entrer à Liège par la porte. Il fit démolir 20 brasses de murs et combler le fossé pour passer par la brèche. Il était en grand appareil de guerre et portait par-dessus son armure un manteau couvert de pierreries. Il tenait l'épée nue et marchait au petit pas. Chaque habitant avait commandement de se tenir devant la porte de sa maison, la tête découverte et une torche à la main. Après avoir remercié Dieu dans l'église de Saint-Lambert, le duc se logea à l'évêché. 5 ou 6 des otages qui avaient manqué à leur promesse furent décapités, ainsi que le messager de la ville, que le duc avait en grande haine. Il imposa une somme de 120 000 florins, fit abattre les tours et les remparts, désarma les habitants, prit leurs bannières, emmena leur artillerie et leur ôta la plupart de leurs privilèges. Liège n'eut plus aucune juridiction sur les cantons d'alentour. Aucun sujet de Bourgogne ne devait désormais s'établir à Liège sans y être autorisé, ni aucun Liégeois ne pouvait quitter son domicile sans permission. Les biens des fugitifs furent confisqués. Enfin, pour dernier affront, le duc fit emporter un ornement qui tenait fort à cœur aux gens de la ville. C'était une colonne de cuivre élevée dans la grande place sur des marches de marbre. On connaissait cet ornement dans tous les pays environnants sous le nom du perron de Liège. Il fut transporté à la bourse de Bruges et des inscriptions en latin et en français rappelèrent le souvenir du lieu où il avait été pris et de la victoire du duc Charles. Après quelques jours passés à Liège, il revint en grand triomphe à Bruxelles le 24 décembre. Dès le lendemain, pour célébrer et son glorieux retour et la fête de Noël, il tint cour plénière, admit tout venant à sa présence et fit donner à manger à plus de 2000 pauvres. Ainsi que l'avaient prévu les gens sages de son conseil, toutes les contrariétés qu'il avait endurées patiemment, tout ce qui lui avait causé trouble et embarras, tout ce qui avait semblé le menacer et le mettre en péril, tomba dès le lendemain de sa victoire, et d'un seul coup, il se trouva en pleine voie de prospérité. Plus de rébellion dans les villes, plus de murmures parmi les peuples, plus d'espérance chez ses ennemis. C'était à qui montrerait plus d'empressement et de soumission. Chacun rivalisait à célébrer sa victoire et sa renommée.
Tant de prospérité ne contribua pas peu à enfler l'orgueil où il était déjà fort enclin. Délivré des inquiétudes et des soins pressants qui l'avaient affligé au commencement de son règne, il s'occupa à donner un pompeux éclat à sa cour et à faire grande montre de son absolu pouvoir. D'abord, il songea à mettre bon ordre à ses finances et s'attacha à faire cesser les désordres que la vieillesse et la complaisance du duc Philippe avaient tolérés depuis quelques années. Les trésors que ce prince avait laissés et les fortes sommes que les Liégeois devaient payer rendaient le nouveau duc puissamment riche. Mais avec une extrême prévoyance, il voulut que tout cet argent fût tenu en réserve, comme extraordinaire, afin de pourvoir, avec les aides qu'on lèverait selon l'occurrence, aux grandes affaires qu'il pourrait avoir à l'avenir. Il régla en même temps que tout le train de sa maison, plus splendide que celle d'aucun prince de la chrétienté, que les gages de cette foule d'écuyers, de chambellans, de domestiques de toutes sortes, de chevaliers et de conseillers attachés à sa personne, que la solde de ses compagnies serait payée sur les revenus ordinaires de ses états. Cette occupation à laquelle le duc se livrait assidûment excitait beaucoup de surprises et de murmures. Les gens sages disaient, il est vrai, que nul soin n'était plus digne d'un bon et grand prince que de mettre l'ordre dans les dépenses et les recettes, et que c'était le meilleur moyen pour assurer la félicité des royaumes. Mais on voyait que le duc Charles n'agissait pas ainsi pour le bien de ses sujets, et qu'il ne cherchait qu'à augmenter son éclat, son pouvoir et sa force, puisque toute cette dureté de règlement n'aboutissait qu'à accroître les impôts. L'ordre et la discipline régnaient dans cette noble maison de la façon la plus sévère. Après avoir réglé avec tant de faste sa cour et son gouvernement, le duc assembla les États de Brabant et les 4 membres de Flandre pour en obtenir de l'argent. Il leur fit exposer qu'il lui en était dû pour 3 causes, savoir son avènement, le mariage qu'il allait conclure avec Madame Marguerite d'York et sa guerre contre les Liégeois, qu'il avait entraîné à de grands frais. Les demandes qu'il fit proposer étaient si exorbitantes que chacun en demeura épouvanté. Toutefois, on ne savait comment se garantir d'une telle exaction, tant on voyait peu d'apparence de résister. L'usage immémorial des comtes de Flandre était d'assembler les 4 membres à Gand lorsqu'il s'agissait de demander des aides. La crainte qu'inspirait sa rancune contribua encore à rendre les Gantois plus dociles. Ils consentirent les nouvelles aides, bien à contre-cœur, mais sans murmurer. Et lorsque Gand cédait, il ne pouvait y avoir nulle ville de Flandre qui songeât à refuser. Il alla ensuite à Mons tenir les États de Hainaut, et quelque remontrance qu'on lui fit en toute humilité, il n'exigea pas moins une aide telle qu'aucune pareille n'avait jamais pesé sur le pauvre peuple. Autant il en fit dans la seigneurie de Valenciennes, puis il se rendit à Lille. Son entrée y fut solennelle, et la ville se mit en grands frais pour le recevoir. Le duc, après avoir passé une seule journée à Lille, s'en vint à Bruges pour y tenir son chapitre de la Toison d'Or. Il y avait 7 années que cette cérémonie n'avait été célébrée. Plusieurs places étaient vacantes dans l'ordre. D'ailleurs, le duc n'avait pas encore pris possession de l'office de grand maître. Tout se passa donc avec plus de pompe encore qu'à la coutume. Le premier chevalier élu par le chapitre fut Édouard, roi d'Angleterre, qui allait devenir le beau-frère du duc. Tous les chevaliers de l'ordre avaient été convoqués pour ce chapitre, et presque tous s'y rendirent. Le temps de son mariage approchait, tout se disposait à Bruges, pour les fêtes les plus magnifiques. Marguerite arriva le 25 juin à l'Écluse, accompagnée d'une suite nombreuse et brillante de dames et de seigneurs anglais. Après une semaine passée à l'Écluse, Marguerite monta sur un bateau richement décoré et arriva par le canal, près de Bruges. Ce fut là que le mariage fut célébré, le 2 juillet 1468, à 5 heures du matin. Vers 10 heures, elle monta dans une riche litière couverte de drap d'or. La duchesse avait une robe de drap d'argent couverte de pierreries et portait une couronne de diamants. Autour de sa litière étaient plus de 60 des plus grandes dames d'Angleterre ou de Bourgogne, montées sur des haquenets ou dans des chariots. Elle entra par la porte Sainte-Croix. Les rues étaient tendues en tapisserie ou en drap d'or et de soie. Devant la porte de l'hôtel du duc était l'écusson de ses armes de France, entouré de 12 autres écussons de ses seigneuries, duchés ou comtés. Le collier de la Toison d'Or environnait ce blason avec la devise « Je l'ai emprunt » qu'avait choisi le duc. 2 lions servaient de support, et de chaque côté, on voyait les statues de Saint-André et de Saint-Georges. Arrivé devant l'hôtel, la litière s'arrêta. Les archers de la garde dételèrent les chevaux, la chargèrent sur leurs épaules et vinrent la déposer doucement devant la porte où madame la duchesse douairière était venue attendre sa belle-fille. Elle lui donna la main pour sortir de la litière et la conduisit en sa chambre au son des trompettes et des clairons. Le festin des noces fut magnifique, et l'on y vit figurer toute cette riche argenterie qu'avait fait faire autrefois le duc Philippe et qu'on avait tant admiré à Paris lorsqu'il était venu y tenir son état dans le temps du sacre du roi. Après le dîner, on se rendit à la joute. Le duc était à cheval, vêtu d'une robe couverte de broderies et fourrée de martre.
Des sonnettes d'or pendaient au harnachement de son cheval. Les chevaliers et les gentilshommes qui l'accompagnaient avaient aussi les plus riches vêtements. La lice était préparée sur la grande place de Bruges. C'était le bâtard de Bourgogne qui était le tenant de la joute. Il avait pris le personnage et le nom de chevalier de l'Arbre d'Or. Ce fut pendant 8 jours semblables, fêtes, tournois, joutes pour l'entreprise de l'Arbre d'Or, en guise d'aventure, de chevalerie, banquets et entremets de plus en plus merveilleux par l'imagination et les industrieuses mécaniques qui les faisaient mouvoir. Si bien que le dernier jour, on vit entrer dans la salle une baleine de 60 pieds de long, escortée de 2 grands géants. Son corps était si gros qu'un homme à cheval aurait pu s'y tenir caché. Elle remuait la queue et les nageoires, ses yeux étaient 2 grands miroirs. Elle ouvrit la gueule et l'on en vit sortir des sirènes qui chantèrent merveilleusement et 12 chevaliers marins qui dansèrent puis se combattirent les uns les autres jusqu'à ce que les géants les fissent rentrer dans leur baleine. Enfin, après une semaine passée de la sorte, le duc prit congé des seigneurs et dames d'Angleterre qui lui avaient amené la duchesse et partit pour la Hollande où quelques affaires exigeaient sa présence. Dès que le roi eut nouvelle que la trêve avait été prolongée de 15 jours avec le duc de Bourgogne, il donna ordre à son armée d'attaquer la Bretagne. Aussitôt que le duc de Bourgogne avait appris le commencement de la guerre, il avait écrit au roi, lui remontrant que la dernière trêve comprenait ses alliés. En même temps, il vint se mettre à la tête de son armée auprès de Péronne et envoya l'ordre au maréchal de Bourgogne à Dijon de lui amener autant de renforts qu'il lui serait possible. Le roi se tenait depuis quelques semaines à Compiègne, à Noyon ou divers autres lieux sur la rivière d'Oise, près des marches de Picardie. Car c'était de ce côté qu'étaient les plus importantes affaires, soit pour la guerre, soit pour la paix. Le roi commença par faire sonder le duc sur un projet d'entrevue. Celui-ci n'en avait pas trop envie et sentait toujours quelque méfiance lorsqu'il s'agissait du roi, d'autant qu'il venait d'apprendre que les Liégeois recommençaient à murmurer et à s'émouvoir. L'entrevue fut donc décidée. Le roi s'apprêta à partir. Au lieu de retourner à Pontoise et du côté de Paris où il avait déjà envoyé ses fourriers, il annonça que le lendemain il irait à Péronne. Alors ce fut une surprise et une alarme grande parmi tous les serviteurs du roi. Il courait aussi depuis quelque temps une prophétie qui menaçait le roi de mort ou de poison dans le cours de l'année. On avait vu une comète au ciel qui annonçait le malheur de quelques grands. À peine le roi était-il dans la ville qu'il apprit que l'armée du maréchal de Bourgogne arrivait et campait sous les murs. Nul dans les conseils de Bourgogne n'était plus violent contre le roi que ce maréchal. Il avait réuni autour de lui et amené dans son armée les mécontents et les bannis que le roi avait tenus enfermés par trahison pendant 2 années entières. Tous portant la croix de Bourgogne, entraient dans la ville par une porte, tandis que le roi entrait par l'autre. Le roi, sachant tout ce qui se passait et l'accueil que recevaient ses mortels ennemis, commença à se troubler et à concevoir quelque peur. Ne trouvant pas son logis assez sûr, il fit demander le château, qui lui fut accordé sans difficulté, et alla s'y établir avec toute sa maison. Elle ne consistait guère qu'en une 12aine de personnes. Dès le lendemain, les pourparlers commencèrent entre les conseillers des 2 princes et en leur présence. Rien ne pouvait changer la volonté du duc. En vain, le roi lui promettait la pleine et entière exécution des traités d'Arras et de Conflans, ne lui demandant autre chose qu'un serment de fidélité envers et contre tous. Les choses en étaient là, et les esprits commençaient à s'aigrir de part et d'autre. Lorsque, dans la seconde journée, arrivèrent des nouvelles de Liège, qui excitèrent un grand émoi. Les Liégeois avaient repris les armes et, au nombre de 2000 environ, étaient allés à Tongres, où leur évêque s'était retiré. Ils avaient surpris la ville et emmené prisonnier l'évêque. Les habitants de Tongres, fugitifs effarés, arrivaient les uns après les autres. Ils avaient vu ces Liégeois en fureur massacrer archidiacres et gardes de la bannière de l'évêque et se faire un jouet horrible de ses membres qu'ils se jetaient à la tête les uns les autres. On peut juger de la fureur du duc en apprenant de telles cruautés. Il ne douta pas un moment du récit de ces fugitifs et tint pour véritable même leur conjecture. « Il est donc vrai, s'écria-t-il, que le roi n'est venu ici que pour me tromper et m'empêcher de me tenir sur mes gardes. J'avais bien raison de me méfier et de refuser cette entrevue. C'est lui qui, par ses ambassadeurs, a excité ces mauvais et cruels gens de Liège. Mais par Saint-Georges, ils en seront rudement punis, et il aura sujet de s'en repentir. » Aussitôt, il ordonna que les portes de la ville et du château fussent fermées et gardées par des archers. Il se promenait çà et là, prenant tous ceux qu'il rencontrait à témoin de la trahison du roi et racontant les nouvelles de Liège. Ensuite, il s'emportait en terribles menaces de vengeance. Si par hasard il se fût trouvé là quelqu'un de ceux des conseillers de Bourgogne qui haïssait le roi, le duc aurait pu prendre quelques résolutions subites et cruelles, ou pour le moins faire jeter son légitime et souverain seigneur dans un des cachots de la grosse tour du château. Pendant ce temps, le roi à qui l'on avait rapporté les nouvelles de Liège et les paroles furieuses du duc ne se voyait pas sans crainte enfermé dans l'étroite enceinte de ce château.
D'ailleurs, on pouvait tout craindre des transports insensés du duc de Bourgogne. Maintenant, le roi avait le loisir de réfléchir à l'imprudence qu'il avait faite de venir se mettre entre ses mains, sans songer aux gens que secrètement il avait envoyés à Liège. Il n'avait voulu rien de plus que d'accroître les embarras de son adversaire afin de traiter plus avantageusement, mais c'était une grande méprise d'avoir oublié que tout pouvait être imprévu et hors de mesure avec un peuple cruel et insensé comme les Liégeois. Toutefois, il ne se troubla point et ne songea qu'au moyen de se tirer d'un si mauvais pas. La porte du château était sévèrement gardée. Ce qui le fâchait le plus, c'est que pas un des principaux conseillers et serviteurs du duc ne venait le trouver. Ainsi, il n'avait nulle occasion de parlementer, de s'expliquer, de deviner, ni d'aviser ce qu'il avait à dire ou à faire. Pendant ce temps-là, tout était en rumeur dans la ville. Chacun s'enquérait et s'inquiétait de ce qui allait se résoudre et se faire. Le lendemain, quand le duc fut un peu refroidi, il assembla son conseil. Jusqu'alors, il avait agi sans prendre l'avis de personne, au grand chagrin des hommes sages qui, ensuite, avaient à remédier aux choses que leur maître avait faites contre leurs pensées. Le conseil fut long et troublé. Il dura tout le jour et une partie de la nuit. Les opinions étaient fort diverses et le duc agité et incertain. La plupart de ceux qui y siégeaient inclinèrent à un avis plus doux. Ils rappelèrent que le roi était venu à Péronne sur un sauf-conduit et que ce serait un éternel déshonneur à la maison de Bourgogne de manquer de foi à son souverain seigneur. Ils firent voir tout l'avantage des conditions qui allaient être accordées et qui termineraient en faveur de la Bourgogne de grandes et difficiles affaires. Le duc leur prêta l'oreille. Il s'était un peu calmé. Bien que la colère du duc fût en quelque sorte adoucie, on ne pouvait lui proposer de mettre le roi en liberté et d'accepter ses otages pour gage de son retour. Des commissaires furent donc nommés de part et d'autre pour dresser le projet de traité. Il avait pour base les traités d'Arras et de Conflans, mais tout ce qui s'était élevé de difficultés sur l'explication se trouvait résolu au bénéfice de la Bourgogne. La seigneurie pleine et entière avec le droit de lever des aides et d'assembler les vassaux, les villes de la Somme et d'autres territoires, toutes les questions de juridiction, de limites, d'enclaves, de péages, d'impôts sur le transit des marchandises, l'appel au Parlement de Paris des jugements rendus en Flandre, en un mot, tout ce qui était depuis plus de 30 ans objet de litige et dont jamais le feu roi n'avait voulu se départir était abandonné en un jour. Vainement, les commissaires de France présentaient quelques remontrances. On leur répondait « Il le faut, monseigneur le veut ». C'est qu'en effet, malgré les profits d'une paix ainsi imposée, les conseillers du duc avaient grand-peine à l'y faire consentir. C'étaient sans cesse de nouveaux accès de colère, de nouvelles pensées de vengeance qui soudainement lui montaient à l'esprit. Il se retira dans sa chambre. Là, sans songer à se déshabiller, il allait et venait, se promenait à grands pas, se jetait sur son lit, se relevait, parlait seul et tout haut, puis entamait quelques propos avec le sire de Comines, son chambellan, qui couchait près de lui. Sur le matin, sa fureur devint plus grande que jamais, et l'on pouvait croire que tout était perdu. Il m'a fait promettre de venir avec moi reconquérir l'évêque de Liège, qui est mon beau-frère et son parent à lui aussi. Il faudra bien qu'il y vienne. Je ne me fais point conscience de le contraindre à la parole qu'il a donnée. Et aussitôt, il envoya les sires de Créqui, de Charny et de La Roche annoncer au roi qu'il allait venir jurer la paix avec lui. Le sire de Comines, qui secrètement était devenu ami tout dévoué du roi, n'eut que le temps de les faire dire en quelle situation d'esprit était le duc, et dans quel danger il se pourrait mettre s'il hésitait soit à jurer la paix, soit à marcher contre les Liégeois. Le duc entra dans le lieu où le roi était prisonnier. Il s'efforçait de montrer une contenance humble et courtoise, mais sa voix tremblait de colère, ses paroles étaient brèves et âpres, son geste était menaçant. « Mon frère, dit le roi un peu ému, ne suis-je pas en sûreté dans votre maison ? Et votre pays ? » ?»« Oui, monsieur, répondit le duc, et si sûr que si je voyais un trait d'arbalète venir sur vous, je me mettrais devant pour vous garantir. Mais ne voulez-vous point jurer le traité tel qu'il a été écrit ? » ?»« Oui, dit le roi, et je vous remercie de votre bon vouloir. » »« Et ne voulez-vous point venir avec moi à Liège pour m'aider à punir la trahison que m'ont faite ces Liégeois à cause de vous et de votre voyage ici ? » ?»« Oui, répliqua le roi, et je me suis fort émerveillé de leur méchanceté, mais commençons par jurer le traité. Puis je partirai avec autant ou aussi peu de mes gens que vous le voudrez. » Ce traité fut signé. La joie fut grande dans la ville en apprenant que tout se terminait ainsi à l'amiable. Les cloches furent sonnées, chacun alla dans les églises remercier Dieu. Français et Bourguignons se témoignaient amitié et concorde. Dès le lendemain, les deux princes partirent. Le roi aurait voulu que le duc accomplît la cérémonie de foi et hommage, comme c'était son devoir. Il s'y était engagé la veille, mais il n'en fut plus question, et le roi n'en parla pas davantage.
Il lui tardait d'être hors de Péronne et se tenait heureux d'avoir échappé à un tel péril. L'armée du duc était belle et nombreuse. Il commandait en personne les Flamands et les Picards. Le maréchal de Bourgogne avait sous ses ordres les gentilshommes du duché, les gens de Savoie, les hommes du Luxembourg, du Limbourg, du Hainaut et de Namur. Le roi et le duc suivirent la route de Bapaume, Cambrai, Le Quesnoy, Namur et arrivèrent le 27 octobre devant Liège. La ville n'avait plus ni rempart ni fossé, et bien qu'à force de peine et d'argent, en vendant une portion des ornements de leurs églises, en sacrifiant une portion de leur avoir, les habitants eussent rétabli une sorte d'enceinte, rien ne semblait plus facile que d'y entrer. D'ailleurs, la présence du roi à l'armée leur annonçait assez qu'ils n'avaient aucun secours à espérer. C'était justement par ce motif que le duc se croyait obligé d'agir avec plus de précaution et qu'il rejeta l'avis de quelques-uns de ses conseillers qui voulaient qu'une partie de l'armée fût renvoyée comme superflue. Le roi l'inquiétait, il se méfiait toujours de quelque complot, de quelque intelligence secrète avec les Liégeois. Cependant, le roi n'omettait rien pour le rassurer. Comme on sut que dans la ville, un bon nombre d'habitants se prétendaient encore alliés de France et portaient la croix blanche droite, le duc ordonna sous peine de mort que toute l'armée revêtît la croix de Saint-André de Bourgogne, et l'on vit le roi donner le même commandement à ses gens, la mettant lui-même à son chapeau. Il arriva aussi que le premier jour, cette foule insensée fit une sortie bruyante et désordonnée qui fut repoussée facilement. On entendit quelques-uns d'entre eux crier « Vive le roi! Vive la France !» Alors le roi s'avança tout des premiers et s'écria à haute voix « Vive Bourgogne !» C'était assurément la première fois qu'on voyait un roi de France renier sa bannière et son propre nom. Les Français en étaient honteux et indignés. Quant au roi, ses apparences ne lui coûtaient guère. Il ne songeait jamais qu'à profiter le mieux possible de la circonstance ou à se tirer de péril au moindre dommage. Il n'était pas homme à se perdre par trop de fierté comme aurait pu faire le duc de Bourgogne. Lorsque les malheureux liégeois virent de quelle façon le roi se comportait envers eux, ils entrèrent dans une grande rage contre lui. Il leur rappelait les ambassades nombreuses qu'il leur avait envoyées pour les exciter contre le duc, les paroles qu'on leur avait rapportées de sa part, les lettres même revêtues de son sceau et de son nom qu'on avait pu montrer. Et maintenant, non seulement il les abandonnait, mais il se joignait à leur ennemi. Il venait aider à ruiner et à saccager leur ville. Il ne les protégeait pas même contre la rude vengeance qui les menaçait. Aussi son nom était-il en exécration et chargé des plus honteux outrages. L'avant-garde commandée par le maréchal de Bourgogne s'était logée dans le faubourg, et elle était parvenue jusqu'à la porte. Il semblait que nulle résistance ne dût les empêcher d'entrer dans la ville, et tous ces gens de guerre, animés par le désir du butin, voulurent, sans attendre le duc, achever une affaire si facile. Le désordre était grand, personne n'était sous sa bannière. Chacun allait et venait dans la boue, appelant ses compagnons ou cherchant son chef. La nuit arriva. Les Liégeois avaient refusé de livrer leurs portes. Voyant ces bourguignons dispersés et sans précaution, ils firent une sortie par les brèches de leurs murailles et tombèrent sur eux. Ils en tuèrent un grand nombre et les mirent presque tous en fuite. Cependant, les gentilshommes et les hommes d'armes parvinrent à se réunir devant la porte et tinrent ferme pied, enfonçant un mi-jambe dans la terre trempée. Le danger des Bourguignons était grand, car les Liégeois les avaient attaqués par derrière en arrivant par le faubourg, et il leur fallait s'appuyer à la porte, par où une nouvelle sortie pouvait venir les envelopper. En effet, ils virent le peuple s'assembler à la lueur des torches et des lanternes. Le duc fut averti du péril de son avant-garde. Il défendit qu'on éveillât le roi et qu'on lui annonçât cette mauvaise aventure. Puis, montant à cheval, il arriva au plus vite au lieu où l'on se battait. Là, il vit qu'on lui avait fait le malheur plus grand qu'il n'était. Cependant, ces gens étaient fatigués. Plus de 2000 hommes de pied s'étaient enfuis, dispersés, et l'armée n'avait plus autant de courage et de certitude. Il envoya du renfort à cette avant-garde et y fit passer des vivres, car il mourait de faim. Toute l'armée avança vers la ville. Le duc se logea dans un des faubourgs, mais non pas devant la porte où l'avant-garde avait combattu. Le roi avec ses gens prit son logis dans une grande métairie à un quart de lieue de la ville. Les communications étaient difficiles d'un quartier à l'autre. Le terrain était coupé de haies et de fossés. La pluie avait rendu le sol gras et boueux. Il fallait aussi se tenir sur ses gardes. La muraille étant renversée et le fossé assez mal déblayé et sans eau, les assiégés pouvaient sortir de tous côtés. Il ne suffisait pas de garder l'issue des portes. La nuit était sombre et pluvieuse. Vers minuit, une alerte réveilla tout le monde. Le duc fut bientôt sur pied. Un instant après arriva le roi. « Ils sont sortis !» criait-on. « De ce côté !» disaient les uns. « Par cette porte !» disaient les autres. L'obscurité augmentait la frayeur et l'incertitude. On ne donnait aucun ordre. On ne se décidait point.
Nul n'était plus vaillant que le duc de Bourgogne, mais parfois il se troublait et n'avait pas le calme d'un chef d'armée. Le lendemain, on se rapprocha encore de l'enceinte de la ville, et le roi se logea dans une petite maisonnette tout auprès du duc de Bourgogne, à qui ce fut un cruel sujet de méfiance, car personne n'avait l'imagination plus inquiète. Tantôt il craignait que le roi n'entrât dans la ville pour se mettre à la tête des Liégeois, tantôt qu'il s'en retournât en France. Soit courage, soit folie, les Liégeois ne montraient nulle volonté de se soumettre. Ils n'avaient ni porte, ni muraille, ni fossé, pas une pièce d'artillerie qui valût quelque chose, aucun chevalier ni gentilhomme pour les commander, car le peu qui était de leur parti avait péri au premier combat. Nuls auxiliaires d'aucune nation, point de princes ni de grands seigneurs pour prendre leurs intérêts auprès du duc, et pourtant une semaine entière s'écoula sans qu'ils parlassent de se rendre. Un soir, à 10 heures, ils sortirent par une des brèches de la muraille au nombre d'environ 600, tous gens de cœur et bien armés. Le duc était au lit, sa garde était postée du côté de la ville et non point en arrière de son logis, par où arrivaient les gens de cette sortie. Il n'y avait dans sa maison qu'une douzaine d'archers qui veillaient et jouaient aux dés. Le bruit qui se faisait devant la grange les avertit à temps. Ils vinrent se ranger devant la porte et défendre les fenêtres. La nuit était noire, on entendait dans les rues les cris de « Vive le roi, vive Bourgogne !» sans bien savoir ce qui se passait. En même temps, les gens de la ville ainsi que cela avait été réglé entre eux faisaient une sortie par la porte. Toute l'armée était à la fois éveillée et surprise. Le sire de Comines passa au plus vite au duc sa cuirasse et lui couvrit la tête d'un casque. Ils descendirent l'escalier. Les archers se maintenaient à grand-peine à l'entrée de la porte, et pendant un instant il fut douteux s'ils pourraient la défendre. Enfin il arriva successivement du monde, et le moment du péril passa. Pendant ce temps, le logis du roi était aussi surpris et attaqué, mais il courut un moindre danger. La sortie qui avait été tentée par la porte de la ville ne fut pas difficile à repousser. Aussitôt que tout fut rentré dans l'ordre, on tint conseil. Déjà l'assaut avait été résolu pour le lendemain. Il s'agissait de savoir si la valeur désespérée que les assiégés venaient de montrer n'était pas un motif de changer le dessein. Le duc, encore tout animé, ne s'arrêta point à une telle pensée. Le roi n'était pas à ce conseil. Lorsqu'on en fut sorti, il manda quelques-uns des serviteurs du duc et voulut savoir ce qui avait été résolu. Quand il le sut, il proposa ses doutes, parla du péril d'un tel assaut, de la résistance que ferait ce peuple dont on venait de connaître le courage, de ce qu'avaient de meurtriers et d'incertains combats à travers les rues, du nombre de braves gens qu'on y perdrait inutilement. Au lieu de cela, disait-il, il n'y avait qu'à attendre 2 ou 3 jours, et assurément les Liégeois viendraient à composition. Les paroles du roi étaient sages, et les chefs de l'armée goûtaient fort son avis. Cependant, il ne leur avait pas dit sa vraie pensée. Ce qu'il craignait plus que toute chose, c'est qu'il arrivât quelque malheur ou quelque embarras au duc, tandis qu'il était entre ses mains, car il voyait bien qu'il en aurait le contre-coup. « Il veut sauver les Liégeois », répondit vivement le duc, qui était loin de savoir la pensée du roi. « Et quel péril offre donc cet assaut ? Il n'y a pas de muraille, les ouvrages qu'ils ont faits devant les portes sont déjà détruits, ils ne peuvent mettre une seule pièce d'artillerie en batterie. Je ne renoncerai certes pas à l'assaut que nous avions résolu, si le roi a peur qu'il s'en aille à Namur. » Cette parole injurieuse en réponse à une remontrance toute raisonnable déplut à tout le monde. On vint la répéter au roi, en lui cachant toutefois ce qu'elle avait de trop brutal. Chacun se disposa à l'attaque. Beaucoup mirent ordre à leur conscience et nonobstant l'assurance du duc, on pensait que la journée serait meurtrière. Sur les 8 heures du matin, un coup de bombarde et 2 coups de coulevrine furent tirés. C'était le signal convenu pour avertir l'avant-garde du maréchal de Bourgogne de commencer en même temps l'attaque de son côté. Les trompettes sonnèrent, les bannières furent déployées, et l'on s'avança vers la muraille. Le duc marchait des premiers. Le roi sortit aussitôt de son logis. « Demeurez, lui dit monseigneur de Bourgogne, et ne vous mettez pas inutilement en péril. Je vous ferai dire quand il en sera temps. »« Mon frère, reprit le roi, marchez en avant, vous êtes le plus heureux prince qui vive. » Cependant, il n'en continua pas moins son chemin. Peut-être à la faveur de cet assaut qui préoccupait entièrement le duc, aurait-il pu s'échapper. Mais il y allait de l'honneur, et pour rien au monde il n'eût voulu qu'on imputât à lâcheté sa retraite au moment d'une bataille. Au reste, il n'y eut de danger pour personne. Ce peuple qui s'était montré si vaillant et si obstiné, qui la veille avait presque mis en déroute toute l'armée de Bourgogne, n'essaya pas la moindre résistance. Les plus vaillants avaient péri, le courage des autres était abattu par leur mauvais succès de la nuit. Il y avait 8 nuits que la milice tout entière faisait le guet pour garder cette vaste enceinte que ne défendaient plus les murailles. Tous étaient fatigués de corps et d'esprit. En outre, c'était un dimanche. Ils n'imaginaient pas qu'on les attaquât durant ce 5 jours. Lorsqu'on commença à entrer, la nappe était mise dans chaque maison et tous se disposaient à dîner. Toutefois, le plus grand motif de cet abandon, c'est qu'il n'y avait presque plus personne dans la ville, tant il s'était enfui de gens au-delà de la Meuse.
Tout ce qui restait se réfugia en hâte dans les églises, de sorte que les bourguignons soit d'un côté soit de l'autre s'avançaient dans des rues désertes, sans rencontrer d'ennemis, ni même de peuple. Le roi, voyant comment les choses se passaient, avançait sans se hâter, entouré de ses serviteurs, portant la croix de Saint-André et criant « Vive Bourgogne !» Le duc qui avait passé plus avant dans la ville revint au-devant de lui, et tous les deux s'en allèrent louer Dieu à la cathédrale de Saint-Lambert. Un grand nombre de fugitifs s'y étaient sauvés. Déjà les gens de guerre voulaient forcer cet asile et piller cette église si fameuse par ses richesses. Les archers du duc défendaient les portes et résistaient à grand-peine. Lui-même tua de sa main un de ses pillards, et enfin la cathédrale fut sauvée de la rapine. Ce fut la seule église qu'il fut possible de préserver de la fureur des Bourguignons. Toutes les autres furent forcées. Il s'y commit d'horribles profanations. Les reliquaires, les saints ornements, tous les trésors amassés dans cette pieuse ville, où, selon la commune renommée, il se disait par jour autant de messes qu'à Rome, furent la proie des gens de guerre. À midi, il ne restait plus rien à prendre dans les maisons et les églises. Nul ne se montrait plus joyeux que le roi, qui allait enfin se trouver libre. Il ne tarissait point sur la vaillance du duc de Bourgogne et sur son habileté à la guerre, parlant publiquement et bien haut pour que ses discours lui fussent rapportés. Il lui donnait de plus grandes louanges encore lorsqu'ils étaient ensemble, et les savait tourner d'une façon si courtoise et si aimable que le duc en était charmé et radouci. Le duc ne pouvant se retenir de murmurer tout bas, il donna ordre qu'on apportât le traité de Péronne, le fit relire et demanda au roi s'il avait quelque repentir de l'avoir juré, laissant encore à son choix de le confirmer ou de l'abandonner. Le roi se montra satisfait du traité. Le 2 novembre, le surlendemain de la prise de Liège, le roi partit enfin pour la France après avoir passé les 3 plus rudes semaines de sa vie. Les vengeances du duc contre les Liégeois furent cruelles. Il n'avait pas péri plus de 200 personnes le jour où on était entré dans la ville. Depuis, il y en eut un bien plus grand nombre noyés ou mis à mort. On n'épargna presque aucun des prisonniers faits dans les maisons ou les églises. Quant aux pauvres malheureux qui avaient quitté la ville, ils mouraient par centaines de faim et de froid dans les montagnes et les forêts. Les gens de guerre couraient de tous côtés, leur donnant la chasse comme à des bêtes sauvages. Après 8 jours passés dans cette ville désolée, il en partit, laissant l'ordre de la brûler et de la démolir comme il avait fait de Dinan. Les églises seules et les maisons des prêtres et des chanoines furent épargnées. Comme c'était une ville toute cléricale, ces maisons y étaient en grand nombre, et bientôt après, il commença à y revenir des habitants.